Semaine complètement folle, les amis, dans le circus F1 avec une saison des transferts qui a commencé avant la saison sportive. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour une nouvelle édition spéciale des Pistonnés, 48 heures après l'annonce, bien sûr, du retrait de Vettel, du baquet de Ferrari pour 2021. Deux officialisations ce matin qui risquent de faire couler beaucoup d'encre et qu'on va commenter, bien sûr, avec les Pistonnés, avec l'officialisation de Carlos Sainz Jr. qui occupera le baquet Ferrari dès 2021 et pour Daniel Ricciardo, une arrivée chez McLaren pour la même saison, pour nous accompagner, le plateau de Pistonnés qui a un petit peu changé, il faut le dire, avec notamment monsieur Pierrot Valette qui est avec nous. Salut Pierrot. Salut Manu, salut à tous. Ouais, actualité complètement folle. On sent que la F1 est en train de reprendre petit à petit avec cette fin d'épidémie. On espère cette fin d'épidémie pour avoir un plateau en 2021 qui va être complètement fou. Qui dit actualité folle dit qu'on a besoin un petit peu de sang-froid pour analyser tout ça et c'est pour ça qu'Hamza Ramini est avec nous. Salut Hamza, comment vas-tu ? Ça va très bien, au chaud d'actualité et là ça fait plaisir de revenir. Exactement, on revient pour une grosse actu et il était là déjà pour la grosse actu de lundi. C'est bien sûr Alex Caldi qui va nous accompagner aujourd'hui. Salut Alex. Salut Manu, salut à tous. Très heureux d'être là. Encore une fois un petit peu sur les fesses du départ de Sébastien Vettel, mais surtout par l'arrivée de Carlos Sainz chez Ferrari. Exactement, c'est la grosse info bien sûr de cette matinée. Regardez le sommaire qu'on vous a concocté pour ce nouveau numéro des Pistonnés. On va revenir et on attend vos avis bien sûr à tous les trois sur cette semaine complètement folle. En deuxième point, on ira commenter bien sûr la nomination de Sainz chez Ferrari. Est-ce une erreur de casting ? La question est forte et vous le verrez, les avis le seront aussi. Et puis on se posera une autre question également dans cette émission. Est-ce que Ricciardo peut relancer sa carrière chez McLaren dès 2021 ? Là encore, je pense que vos avis seront très importants. Les amis, on revient sur cette semaine complètement folle avec un petit récap pour ceux qui habitent bien sûr sur Mars et qui découvriraient cette accélération bien sûr de l'actualité. Chapitre 1, mardi 12 mai, Ferrari et Vettel annoncent la fin de leur collaboration dès 2021. Red Bull confirme que Vettel s'est proposé, mais qu'il est trop cher et qu'ils ne le prendront pas. On annonce aussi également des discussions entre Vettel et Seidel pour une arrivée de l'Allemand chez McLaren. Ça, c'était avant chapitre 2, ce matin, jeudi 14 mai, où McLaren officialise l'arrivée de Daniel Ricciardo et Ferrari confirme aussi également l'arrivée de Sainz Jr. Et puis, on aura sans doute peut-être dans les jours, dans les semaines à venir, un chapitre 3 avec, pourquoi pas, peut-être une retraite pour Vettel qui, pour remplacer Ricciardo chez Renault et vers un retour de Fernando Alonso, point d'interrogation. On aura l'occasion, bien sûr, d'évoquer ces trois thèmes dans une prochaine émission. Les amis, cette semaine complètement folle, je veux absolument votre avis aujourd'hui. Écoute, semaine, ça fait longtemps qu'on n'a pas connu une silly season aussi incroyable parce que à chaque fois qu'en fait il y a un baquet Ferrari qui se libère quelque part, soit on sait à peu près qui va le prendre et généralement c'est le champion du monde sortant, par exemple Vettel, on l'attendait tous chez Ferrari un jour ou l'autre. Là c'était beaucoup moins le cas parce que là c'est un champion du monde sortant, mais on sait pas. Il y a le champion du monde sortant qui s'appelle Lewis Hamilton va rester chez Mercedes, donc pour remplacer Vettel chez Ferrari, il y avait beaucoup de monde au portillon, donc du coup ça enchaîne une silly season absolument incroyable et ça débloque enfin l'aspect domino de les chaises musicales finalement de la Formule 1. Donc va y avoir beaucoup d'actualités, beaucoup de choses à commenter évidemment. Donc non, ça fait du bien d'avoir enfin une silly season sur la sortie d'un confinement. Là, c'est juste ce qu'il fallait. Après, c'était prévisible ce genre d'aspect, ce genre de silly season, parce que tout le monde était quasiment en fin de contrat. Mais c'est vrai que la situation se débloque vraiment d'un coup, lundi, vers minuit, info du build, Vettel quittera Ferrari, et puis tout d'un coup, il y a tout qui explose avec l'annonce de Sainz, l'annonce de Ricciardo, et possiblement une annonce de Renault qui va arriver d'ici quelques jours. On verra ce que fera Renault. Mais c'est vrai qu'on peut s'attendre à tout dans cette silly season et avec un jeu des chaises musicales qui a commencé, j'ai envie de dire, assez brutalement. Le timing a été assez surprenant et mine de rien, on se retrouve avec un baquet Ferrari qui est déjà occupé, un baquet McLaren qui est déjà occupé. Donc finalement, il ne va plus rester grand-chose non plus.
Et ce qui pimente un petit peu, bien sûr, cet avant-propos de la saison 2020 qui n'a toujours pas commencé, c'est que quelque part, ça peut redistribuer les cartes aussi, hein, si jamais cette saison 2020 venait à commencer. Deux informations depuis notre précédente émission, bien sûr, concernant le départ de Sébastien Vettel de la Scuderia Ferrari. Une première chose, c'est l'information qui nous vient de l'Allemagne, notamment de l'Autobild, qui nous annonce que apparemment, c'est Sébastien Vettel lui-même qui aurait mis un petit peu le couteau sous la gorge de Ferrari en envoyant un mail aux médias allemands lundi soir pour confirmer le fait qu'il quittait Ferrari, ce qui a obligé Ferrari à communiquer dès le lendemain matin. Et puis on a aussi également cette déclaration d'Helmut Marko, c'était le 13 mai dernier à motorsport.com. Nous avons été en contact avec Vettel, mais nous ne pouvons pas avoir deux superstars dans notre équipe, nous ne pouvons pas nous le permettre financièrement. L'offre faite à Ferrari, par Ferrari à Vettel, c'est-à-dire environ 12 millions d'euros par an, c'est-à-dire son salaire divisé par 3 à 4, ne peut même pas être comparé à ce qu'Alexander Albon gagne en ce moment avec nous. C'est vrai que suite au départ de Vettel, on a beaucoup parlé aussi également d'une arrivée possible de Vettel chez McLaren, mais également chez Red Bull. C'était le premier choix de McLaren en fait, Sébastien Vettel, puisque Andreas Seidel, le team principal de McLaren, voulait absolument prendre Sébastien Vettel et ça aurait été quelque chose d'assez sympa en vrai. Vettel-Norris, ça aurait pu avoir de la gueule sur le papier. Remonter McLaren en haut, ça aurait pu aussi avoir de la gueule. Il y avait un moteur Mercedes dans la McLaren à partir de 2021, donc oui, clairement, Vettel c'était le premier choix de McLaren. Donc Ricciardo c'est plutôt le deuxième choix de McLaren, mais Vettel a refusé sur des questions justement de trop long, d'avoir un contrat sur 3 ans, c'était trop long, que il y avait peut-être pas suffisamment d'argent. Voilà, il y a comme il l'a dit dans des interviews, oui, il prend du recul sur plein de choses, oui, il réfléchit à ses priorités dans la vie, etc. Donc, est-ce que prendre 3 ans chez McLaren pour essayer de les ramener en haut sans aucune garantie de victoire à la clé, c'est peut-être pas le meilleur moment, on va dire. Et ça, c'est que McLaren lui a dit, on se donne 3 ans pour ramener McLaren au top. Sébastien Vettel, il a vécu chez Ferrari bien plus que ces 3 années. On a vu ce que ça a donné. Il n'a peut-être pas envie de reprendre le risque de prendre 3 ans. Je pense qu'aujourd'hui, Sébastien Vettel, il vise un baquet Mercedes. Si c'est pas Mercedes, ça peut être une retraite, ça peut être une année sabbatique. On l'aura compris en tout cas, selon votre avis, c'est vrai qu'on se pose la question de la retraite pour Sébastien Vettel en tout début de semaine. On a déjà une première réponse, le fait qu'il ait discuté avec Red Bull, qu'il ait proposé ses services a priori à Red Bull et le fait qu'il ait discuté avec McLaren montre qu'il a peut-être envie de rester dans le circuit C1. Mais comme disait Hamza, en effet, ce sera peut-être Mercedes ou rien puisqu'il veut absolument un baquet dans une voiture bien évidemment compétitive. Ça nous amène à la deuxième partie de cette émission et cette nomination bien sûr de Carlos Sainz Jr. du côté de la Scuderia Ferrari. Je sais que ça va vous faire réagir parce qu'on en a un petit peu parlé hors antenne et on était plutôt d'accord à la différence de Alex, mais on verra si les avis ont changé d'ici là. Juste un petit rappel avec ce tableau. Carlos Sainz, un choix étonnant pour l'interrogation. Oui, peut-être parce que pas considéré comme un top pilote. On se rappelle qu'il a été battu par Verstappen chez Toro Rosso, par Hülkenberg chez Renault, qu'il a été dominé par le rookie Norris en qualification chez McLaren. Ça nous offre en tout cas l'annonce d'un line-up 2021 hiérarchisé, vraisemblablement Leclerc numéro 1 et Sainz dans l'ombre. Fin donc de la guerre interne qu'on a vécue tout au long de la saison 2019, mais surtout, quelle voiture pour Ferrari en 2021 ? Rappelez-vous de ces propos de Dorian Boccolacci qui disait peut-être que pour Ferrari, aujourd'hui, vu la compétitivité en tout cas de l'écurie, il ne faudrait pas un numéro 1 et un numéro 2, mais plutôt deux numéros 1. Je vous attends sur ce sujet. Et puis, il y a aussi forcément l'argument du prix. Nous sommes en pleine crise sanitaire et donc économique. Et c'est vrai que Vettel et ses 30 à 40 millions d'euros annuels, on va baisser la masse salariale du côté de chez Ferrari. Est-ce un choix, étonnant ? Est-ce que surtout c'est une erreur de casting pour vous, aussi bien du côté de Carlos Sainz que du côté de Ferrari ? Alors, si on prend l'aspect Ferrari, on l'a déjà dit, notamment la race dernière, Ferrari, historiquement, c'est souvent un numéro 1, un numéro 2. Mais comme le disait donc Dorian lors de la précédente émission, effectivement, aujourd'hui, Ferrari n'est pas en position de force. Aujourd'hui, Ferrari, c'est pas Mercedes. Aujourd'hui, Ferrari, pour rattraper Mercedes et pourquoi pas essayer de toucher le titre constructeur, il faut deux pilotes suffisamment compétitifs pour aller chercher plus que des podiums, même des victoires. Et est-ce qu'aujourd'hui, Carlos Sainz apporte cette garantie ? Personnellement, je n'en suis pas sûr. Je suis d'accord avec Hamza, en fait. Quitte à prendre un pilote de la trempe de Sainz, on a des candidats qui peuvent être
aussi bon sur le papier, voire mieux, avec plus d'expérience. Encore une fois, il y a une nouvelle réglementation qui arrive. Il faut développer une nouvelle voiture. C'est une nouvelle philosophie. Là, on parle pas juste de passer de 2016 à 2017 avec une aéro plus poussée, mais avec les mêmes concepts. Là, on repart d'une feuille blanche. Ça va être des concepts aéro complètement différents. Ça va être une nouvelle ère dans laquelle on va rentrer. Est-ce que faut pas peut-être s'assurer un peu les arrières et prendre un pilote qui va faire 3 ans, dont on sait qu'à la fin des 3 ans, il partira, quitte à attendre pour Mick Schumacher ou d'autres de la filière Ferrari. Et moi, à ce baquet, honnêtement, je sais que ça fait réagir beaucoup de gens, mais un Romain Grosjean, ça avait complètement sa place, dans le sens où il a un très bon feedback. On l'a encore vu cette année, enfin l'année dernière en 2019 avec Haas. Il est très rapide quand il a une bonne voiture entre les mains, comme en témoigne sa saison 2013. Le seul point faible, ça va être peut-être au niveau du mental. Bon, oui, là effectivement, il y a sujet à discussion. Ricardo aussi pouvait faire un très bon choix, très expérimenté, mais peut-être que c'est un trop bon choix finalement, tu vois. Et c'est peut-être ça le problème. Moi, je suis un peu étonné. Je comprends pas trop pourquoi avoir pris Sainz. Je pars du principe que soit c'est du génie effectivement, soit effectivement ça se passera bien, mais sans plus en fait. Enfin, on n'atteindra pas l'objectif peut-être de remonter Ferrari. Soit c'est carton, soit c'est bon. Voilà. Non, mais je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Il y a le point où j'aimerais venir, c'est sur cet aspect de pilote numéro 1, numéro 2, et je suis pas d'accord par contre sur ça avec toi, Hamza. Pour moi, pour revenir au plus haut niveau, il faut qu'il y ait un pilote numéro 1, absolument un pilote numéro 1 qui soit là pour venir chercher les victoires. Et le pilote numéro 2 doit travailler pour le pilote numéro 1 parce que c'est comme ça qu'on peut retourner chercher une victoire et pas avoir deux pilotes qui finalement peuvent se mettre dans le bac à gravier comme on a vu par exemple avec Leclerc et Vettel au Brésil l'an dernier. On risque ces choses-là, notamment avec Carlos Sainz. On sait comment est Carlos Sainz. On sait le sang ibérique qui coule dans ses veines, on sait comment il est. Et l'aspect d'avoir deux jeunes pilotes aujourd'hui chez Ferrari, ça me fait un peu peur. On n'a pas vu ça depuis 1968, il me semble, chez Ferrari, depuis Jackie Hicks et Chris Hammond. Ça remonte à loin, et si ça remonte à loin, c'est qu'il y a une bonne raison. Ferrari, c'est une institution qui a besoin de stabilité et d'expérience dans son écurie, et surtout dans son line-up. Et c'est pour ça que le Romain Grosjean chez Ferrari, ça aurait été mieux pour son expérience, pour son feedback et surtout pour ses qualités en piste. Ouais, juste une dernière chose là-dessus. Sur Red Bull. Vas-y, Hamza. Non, mais quand tu dis numéro 1, numéro 2, moi je suis pas d'accord avec toi. On a vu cette saison ce que ça donne avec Red Bull. Tu as un numéro 1 Verstappen qui va chercher des podiums et pourquoi pas même des victoires. Mais le numéro 2 derrière n'a pas pu suivre. Moi je vois pas comment tu peux aller chercher un titre constructeur avec cette philosophie quand tu n'as pas la meilleure voiture. Red Bull n'est pas Ferrari. Je te parle de philosophie. Ferrari, c'est une institution. Eux, ils sont là depuis le début de l'histoire de la Formule 1. Red Bull, ils sont là depuis 2005 avec une autre philosophie de développer des jeunes et pas seulement, j'ai envie de dire, aller chercher le titre constructeur aujourd'hui. Aujourd'hui, Red Bull, c'est mettre en avant Max Verstappen, quitte à sacrifier d'autres pilotes. On l'a vu avec Pierre Gasly, Alexander Albon aujourd'hui. Il n'a pas. Et c'est pas le message que tu envoies aujourd'hui avec Charles Leclerc en numéro 1 et derrière tu ramènes un pilote qui visiblement ne pourra peut-être pas aller chercher Charles Leclerc. Aujourd'hui, on sait absolument pas ce que va faire Ferrari. On ne sait pas si on met Charles Leclerc en numéro 1 ou Carlos Sainz en numéro 1. Ouais, quand même, Alex. Non, je suis désolé. On peut Alex. À l'heure actuelle, aujourd'hui, on ne peut pas dire Ferrari va mettre Charles Leclerc en numéro 1 et Carlos Sainz en numéro 2. Ah, quand même, hein, attends. Charles Leclerc, il a signé jusqu'en 2024. Il a gagné à Monza en Italie en 2019. On l'a fait re-signer avant même de faire re-signer Sébastien Vettel, ce qui finalement n'est pas arrivé. Donc non, clairement, Charles Leclerc, même si c'est pas marqué dans son contrat qu'il est numéro 1, il sera numéro 1. Il est italien dans le cœur des Italiens. S'il n'est pas numéro 1, je ne comprendrais pas. Il est issu de la filière Ferrari. Tu ne peux pas dire qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec lui. Je suis tout à fait d'accord avec tous les arguments qui ont été avancés. Sauf que Ferrari aujourd'hui, c'est pas le Ferrari d'il y a une certaine époque. Alors c'est vrai que à ta défense, Ferrari, ils nous surprennent toujours jusque dans leur garage. Ça, c'est sûr.
Une petite réaction de Mattia Binotto, et j'attends votre avis là-dessus, qui explique son choix. Nous pensons qu'une paire de pilotes avec le talent et la personnalité de Charles et Carlos, le duo le plus jeune pour la Scuderia depuis 50 ans, sera la meilleure combinaison possible pour nous aider à atteindre ses objectifs. Avec déjà 5 saisons derrière lui, Carlos a prouvé être très talentueux et a montré qu'il a les capacités techniques et les attributs qui font de lui un atout parfait pour notre famille. Nous avons débuté un nouveau cycle avec l'objectif de revenir au sommet de la Formule 1. Est-ce que ce qui n'énerve pas un peu les passionnés de F1 aujourd'hui, c'est que Sainz a été choisi au détriment de Ricciardo, que c'est une décision qui fait un peu pisse-froid quand on suit la F1 et qu'on se passionne pour la F1. Est-ce que cette vague de critiques, elle n'est pas due à ça? En fait, ça fait un peu, comme tu dis, ça fait un peu pisse-froid parce que on a le Carlos Sainz, ça n'a pas le charisme d'un Ricciardo, le charisme d'un Vettel. Enfin, il est encore très jeune, 25 ans, ça reste jeune, on va dire, mais il n'a pas encore toute cette, il n'est pas enrobé de charisme ou ce genre de choses, et peut-être que c'est pour ça aussi qu'on gueule un petit peu par rapport à ça. Derrière, en fait, il a quand même un énorme avantage, Carlos Sainz, je pense, c'est d'avoir fait, 4 écuries, enfin, ça va être sa 4e écurie en 4 ans, et donc il a vu un petit peu toutes les cultures finalement, la pluriculturalité de la Formule 1 dans sa globalité. Il a été chez Toro Rosso, qui sont donc C'était des pas par Italiens. choix. Mais bien sûr, c'est pas par choix. Mais Il a été viré de Red non, Bull. Il a mais été bien sûr, viré j'ai pas dit que c'était par choix. J'ai dit que faire Toro Rosso italien avec un petit peu d'ambiance Red Bull, Marco qui t'appelle tous les soirs pour dire va falloir faire mieux. Ensuite, il a été chez Renault avec les Français et aussi des Britanniques. Et là aussi, c'est une culture différente. Il a été chez McLaren où là, c'était ex Ron Dennis plus Zak Brown. Et là, il va aller chez Ferrari. Donc, il va arriver avec un bagage culturel dans la Formule 1 et même culturel au sens large pour justement l'apporter. Et je pense que c'est une énorme force et je pense qu'on s'en rend pas compte, mais ça joue beaucoup sur un background et sur tout ce qui se passe à l'intérieur d'une écurie. Donc, il a ça pour lui. Maintenant, ouais, je trouve que personnellement, ça fait un peu pisse-froid. Je suis là, je me dis, mais bon, ok, j'essaie de lui trouver des qualités. Il parle Mais j'en manque, italien. franchement, j'en manque toujours. Non, mais tous les pilotes parlent italien, mais j'en manque toujours. Il se fait renverser par Verstappen en 2015. Alors, il est très team player, donc tant mieux. En 2018, face à Hülkenberg, c'est compliqué, hein, clairement. 2019, c'est que la vraie bonne année qu'il a faite. Et il fallait faire une bonne année et c'était pas facile de la faire. Bah, en prenant Carlos Sainz, le signal renvoyé par Ferrari, mine de rien, c'est que c'est un nouveau cycle qui démarre, un cycle de reconstruction. Tu sacrifies la compétitivité immédiate finalement. C'est presque si tu sacrifies la saison de 2020, tu prends un pilote qui sera capable de soutenir et d'aider Charles Leclerc sur ses prochaines années. Mais je trouve ça dommage, mine de rien. On arrive à la fin d'une ère en F1 de sacrifier cette saison 2020, même si peut-être que la Ferrari est mal née, on l'a vu lors des essais, mais c'est assez regrettable parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait avec les nouvelles réglementations. 2020-2021, finalement, c'était les 2 années où tu pouvais, en tant que grande écurie comme Ferrari, comme pour Red Bull également, c'est également le cas pour Red Bull, d'aller chercher un titre. Aujourd'hui, est-ce que Ferrari est capable? En vrai, c'est un vrai pari à prendre de prendre Carlos Sainz. On a vu avoir 2 champions du monde dans une même équipe, même s'ils s'entendent très bien, bah ça fonctionne pas. Donc autant prendre 2 jeunes et tenter le pari parce que là, ça envoie le message de on est désespéré et donc on tente la dernière chance. C'est un petit peu ça qui est dommage, mais en même temps, c'est pas inintéressant de prendre Carlos Sainz et de l'aligner aux côtés de Charles Leclerc du coup. Quand on voit ce qu'a été la cohabitation entre Daniel Ricciardo et Max Verstappen du côté de chez Red Bull, vous pensez vraiment qu'il y avait un risque d'associer Daniel Ricciardo à Charles Leclerc à terme, ouais. Pour moi, à terme, oui. Il est sur sa On peut pas trentaine, il savoir. arrêtera dans 5 ans, il arrête à 35 ans, Ricardo. S'il va chez Ferrari, c'est clairement pour gagner. Donc ça se finira mal tôt ou tard sur la piste Mais avec Charles Leclerc. Ricardo, il faut aussi se dire quelque chose, c'est que Ricardo, en quittant Renault, il est en position de faiblesse. Ça veut dire que lorsqu'il quitte Red Bull pour rejoindre Renault, il fait un pari en pensant que Renault va lui permettre d'atteindre ses objectifs personnels. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, il quitte Renault par la petite porte parce que Renault n'est pas capable de lui offrir une voiture pour jouer le titre mondial. Aujourd'hui, Daniel Ricciardo, c'est limite s'il ne va pas s'offrir pour courir et pour essayer de jouer le titre mondial. En revenant chez Ferrari, même en tant que numéro 1, numéro 2, à un moment, il va falloir aussi oublier ses fantaisies, mais
Si Ricciardo, tu lui proposes un contrat de numéro 2, peut-être que sur une année, Daniel Ricciardo il sera capable de répondre et d'être meilleur que Charles Leclerc, comme on l'a vu par le passé avec Massa et Raikkonen. Massa, c'est le numéro 2, Raikkonen le numéro 1. Finalement, tu as Felipe Massa qui joue le titre. Et sur une saison, tu aurais pu avoir un Daniel Ricciardo capable d'aller chercher le titre mondial. Et ça aurait été l'opportunité de sa vie. Ouais, non, complètement d'accord. On parlait de Daniel Ricciardo, les amis. Je vous propose d'avancer parce que c'est aussi la deuxième énorme bombe qui est tombée ce matin, bien sûr. Daniel Ricciardo qui rejoindra donc McLaren Mercedes dès 2021. Petite fiche et grande question, peut-il relancer sa carrière? Parce que quelque part, McLaren était peu en verve aux essais de Barcelone. On rappellera que entre la voiture 2020 et la voiture 2021, il y aura vraisemblablement, en tout cas, la même philosophie aérodynamique par rapport à ce qui a été voté en termes de règlement. L'apport de Mercedes dès 2021 chez McLaren avec un point d'interrogation. Est-ce un réel atout par rapport au moteur Renault notamment? McLaren, est-ce un choix aussi par défaut pour Daniel Ricciardo? Parce qu'on a la sensation qu'il est un peu boudé par les top teams. Daniel Ricciardo, on sait que Bottas est en fin de contrat fin 2020. Il n'a pas été retenu du côté de chez Ferrari. Un retour chez Red Bull semble impossible, en tout cas du point de vue des deux parties. Et puis Vettel qui aurait refusé McLaren, l'information d'Automobile qu'on vous donnait tout à l'heure. Et puis, autre aspect sur lequel je veux vous entendre, est-ce pas là non plus un camouflet, bien sûr, pour Renault? Quid, du coup, aussi également de l'avenir de l'écurie française au sein de la Formule 1? Il y a 30 millions, ça fait cher. Énormément de choses. Ah oui, mais là, 30 millions, si on peut même se souvenir du petit passage Netflix lors de la première saison où Christian Horner et Cyril Abiteboul s'étaient un petit peu chahutés avec Abiteboul qui arrivait à Horner en lui disant désolé pour toi, hein, t'as plus de moteur et t'as plus de pilote. Bah là, il y a Christian Horner qui répond, est-ce que toi, il te reste suffisamment d'argent? Voilà. We have plenty of money, il avait dit. Oui. Et il y a 30 millions qui viennent de partir à la fenêtre. Malheureusement hein, pour Renault, parce que c'est triste. On est français, on est chauvin. Et c'est vrai que là, Renault, il ne s'attendait peut-être pas à ça. Abiteboul, qui même aujourd'hui, à l'instant même, se pose des questions sur est-ce que Ricciardo a été loyal avec Renault? Parce qu'on peut se poser aussi cette question. Hamza disait, c'est vrai que là, Ricciardo s'est offert quasiment à McLaren, parce qu'on le rappelle, Ricciardo, c'était le deuxième choix de McLaren, et ça, il faut bien le souligner aujourd'hui. Et là, Ricciardo, il part dès qu'il voit cette opportunité, et ça amène sur l'aspect de est-ce que Renault va rester en Formule 1? Parce que là, il a plus sauvé ses fesses que sauvé sa carrière. Daniel Ricciardo, on va pas se le cacher, hein, les 2 ans de contrat avec Renault, c'est pas pour les amener en haut, je pense, à terme. Je pense que effectivement, si en 2019 la voiture avait été vraiment performante, qu'ils auraient fait des podiums et qu'il y avait un bel comment dire envol de la performance chez Renault, oui, là à ce moment-là, ça valait le coup, mais il est parti chez Renault parce qu'il voulait pas rester chez Red Bull et du coup il est resté chez Renault en attendant que le baquet Ferrari se libère, et manque de bol, c'est pas sur lui que c'est tombé. Donc finalement ouais, là c'est plus un sauvetage finalement pour lui que de rester avec Renault. Alors est-ce que la Renault de 2020 avait suffisamment progressé? Oui, non, avec le coronavirus, avec la crise financière qui arrive, est-ce qu'on se mettrait pas à l'abri dans une écurie dont le cœur de métier c'est la Formule 1? Et puis accessoirement, tu passes quand même d'une Renault Mégane à une 650S en voiture de fonction. Le choix, il est vite fait, hein, clairement. Et mine de rien, pour Renault, c'est quand même un désastre. Parce que Daniel Ricciardo, il faut quand même le souligner, et c'est très important de le dire, Renault, c'est une écurie d'usine qui va s'occuper que de Renault à partir de la saison prochaine. Ouais. Qu'on soit bien d'accord. Et ça, c'est un avantage énorme quand tu es en F1. Ricciardo fait le choix de quitter une écurie d'usine pour rejoindre McLaren, qui sera une écurie cliente de Mercedes par son Renault, par son moteur. Aujourd'hui, le signal, c'est quoi? C'est je suis chez Renault, écurie d'usine, et bien malgré ça, je n'ai pas suffisamment confiance en vous pour que vous puissiez me donner une voiture, une monoplace capable de performer. Et du coup, cet avantage énorme que j'ai en étant chez une écurie d'usine, eh ben, je le laisse de côté et je rejoins McLaren. Et ça, le message envoyé à Renault et au monde de la F1, je trouve qu'il est dramatique pour Renault. Ce qui est terrible, les amis, et j'ai envie de vous relancer là-dessus, c'est 2 ans de perdus pour Ricciardo, 2 ans de perdus pour Renault, parce que Renault a investi énormément d'argent dans Daniel Ricciardo. Est-ce qu'ils vont voir les fruits, on va dire, de leur travail être bonifiés ou retranscrits?
comme le moment. Non, c'est pas en 2 ans de collaboration qu'on peut faire avancer les choses. Et puis, quel terrible camouflet aussi pour Daniel Ricciardo qui discutait avec McLaren lorsqu'il partait de chez Red Bull, avait un doute sur le niveau de performance de McLaren et se retrouve en fait à rejoindre McLaren 2 ans après être passé chez Renault, quoi. Malheureusement, là, la situation chez Renault, elle est un peu catastrophique parce que depuis 2016, chaque année, le line-up a changé. Il n'y a pas de continuité. On s'était dit début 2018, ça y est, on a peut-être une continuité qui se dessine avec Sainz et Hülkenberg, un pilote très expérimenté qui joue le rôle de leader, qui va essayer d'amener cette voiture tout en haut. Et Cyril Abiteboul avait dit, Nico is a World Championship material, donc ça veut dire qu'il peut jouer la gagne au championnat du monde des pilotes. Finalement, on a l'impression, alors c'est peut-être à cause de Netflix, mais on a l'impression qu'il y a eu un concours d'ego et qu'il fallait piquer absolument Daniel Ricciardo, qui est certes un très grand pilote, pour l'aligner avec Nico Hülkenberg, qui est là pour travailler et qui a fait progresser la voiture. Et dès la fin de 2019, on jette Nico Hülkenberg. Alors, oui, il n'a pas fait une bonne saison. Oui, il a manqué les moments pour marquer son premier podium en F1 en Allemagne. Mais derrière, d'abord, le projet a été incarné par Magnussen et Palmer, on ne sait pas pourquoi. Ensuite, on a dit Hülkenberg, on s'est dit voilà, là ça commence à avoir de la tête. Puis après, on a dit on met Ricciardo. Ricciardo, c'est vraiment notre leader. Et puis maintenant, il se barre. Ouais, mais les gars, fallait prendre une stratégie, s'y tenir et avancer comme ça et prendre le temps que ça devait prendre. Là, on prend du retard sur les objectifs qui ont été annoncés. La voiture progresse pas. 2020, la nouvelle réglementation de 2022, on espère que ça ira mieux, mais et souvent on parle de deal gagnant-gagnant. Là, c'était un deal perdant-perdant finalement pour tout le monde. Bien sûr. Sauf pour Ricciardo. Ricciardo, il fait son hold-up à 30 millions. Tant mieux. Et il a eu complètement raison, Ricciardo. Il pouvait pas rester chez Red Bull. Chez McLaren, c'était encore beaucoup trop juste. Et du coup, il s'est retrouvé chez Renault pour 2 ans avec un bon petit salaire. Et il a même pas eu besoin de disputer une saison de 22 Grands Prix avec la Renault en 2020, puisqu'il y a eu le coronavirus. Donc, voilà, ça a été gagnant pour Ricciardo. Ça fait un petit peu penser aussi au passage de Carlos Sainz chez Renault, et qu'il était obligatoirement, il devait partir de Giron Red Bull, il va chez Renault en fin de saison 2017, il fait la saison 2017 et après il se tire chez McLaren. Renault est un petit peu. C'est l'écurie de passage dans laquelle on n'a pas envie de rester parce qu'on se rend compte que c'est pas du tout une bonne écurie qui a l'ambition de ses moyens. Et c'est là où tu te dis mais attendez, on a des moyens financiers, c'est un constructeur, on va s'occuper que de nous la saison prochaine et tout le monde fuit. Donc faut se poser des questions là. Il y a des vraies grosses questions. Et je parlais en introduction du message envoyé envers Renault en tant que Daniel Ricciardo, mais le choix du prochain pilote aussi. Si jamais Renault reste en F1, il est déterminant. Si tu fais le choix, parce qu'il y a plusieurs philosophies possibles, tu peux prendre un jeune, je pense à Zhou, notamment le chinois qui va ramener avec les partenaires, etc. Ça peut être intéressant d'un point de vue financier, mais est-ce que d'un point de vue sportif, ça va avoir le coup? Fernando Alonso, est-ce que déjà tu es capable d'assumer son salaire? J'en doute. Est-ce qu'il a la motivation de revenir pour un plan sur plusieurs années? Parce que s'il revient chez Renault, il va falloir gagner, mais il ne va pas gagner tout de suite. Ça peut être un autre choix, le retour de Nico Hülkenberg, mais là, du coup, on a l'impression que tu reviens en arrière. Là, Renault est en difficulté, se retrouve face à un choix déterminant pour son avenir. J'ai peur de ce choix. Venons-y justement, et on va prendre votre avis, on conclura là-dessus, les amis. Juste avant de faire ce petit tour de table, vous parliez des différentes réactions. On a quand même Cyril Abiteboul qui a sorti la sulfateuse ce matin. Dans notre sport et dans la situation très singulière que nous traversons, la confiance réciproque, la solidarité et l'engagement sont plus que jamais des valeurs essentielles pour une écurie constructeur. La stratégie de Renault F1 en tant qu'écurie reste identique. Il faut comprendre en tout cas que Renault reste en F1 en attendant les nouvelles réglementations à travers cette déclaration. Et puis on a également la sobriété du côté de Daniel Ricciardo qui a posté ceci sur les réseaux sociaux. Je remercie grandement Renault pour le temps que j'aurais passé avec eux et la façon dont ils m'ont accueilli. Mais l'histoire n'est pas finie et je suis impatient de retrouver les grilles de départ cette année. Mon prochain chapitre n'est pas encore là. Alors finissons celui-là de manière forte, avec un merci en français pour venir conclure tout ça. Les amis, vous êtes Cyril Abiteboul. Aujourd'hui, le 15 mai, vous connaissez à peu près les pilotes libres avec le départ de Sébastien Vettel, avec, on l'avait dit, cette retraite un peu prématurée de Fernando Alonso, avec les jeunes pilotes aussi de la Renault Driver Academy. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour remplacer Daniel Ricciardo ? Il
n'y a pas de bon choix. C'est ça le problème. C'est que là, tu es assis devant des choix et ils sont tous mauvais. Alonso, ça va être très compliqué, ça va être très cher. Donc, ça veut dire qu'il faut viser un long terme incroyable. Et au vu de la situation actuelle dans le monde, ça va être compliqué. Vettel, il voudra pas parce qu'il vient de refuser McLaren pour 3 ans. Bottas, si jamais Vettel se retrouve comme par miracle chez Mercedes, faut jamais dire jamais, mais bon, c'est pas non plus le foudre de guerre qu'on connaît. Les jeunes de la filière, ouais, pour épauler Esteban Ocon, mais alors le développement de la voiture, comment on va le faire? Là, ça va être compliqué. Bon, Hülkenberg, le retour, bon, comment tu vas lui expliquer? Bon, bah ouais, tu vas rebaisser ton pantalon et tu vas dire, ah ouais, bah voilà, ouais, bah désolé Nico, mais on a besoin de toi. Et honnêtement, je sais pas. C'est là, ils se sont retrouvés dans une situation. Je pense que effectivement, quand ils signent Daniel Ricciardo, ils pensent qu'ils vont aller au bout avec lui, alors qu'ils l'ont signé que 2 ans. Et je crois même pas qu'il y avait d'option. Et même d'ailleurs, si jamais c'était Ferrari ou Mercedes qui proposait à Ricciardo de venir chez eux, le contrat Renault c'était bye bye. Donc il n'y a pas de bon choix. Ça va être très très compliqué. Les décisions managériales, alors elles sont pas toutes mauvaises dans l'ensemble, mais le cumul de toutes ces décisions fait que on se retrouve dans une position qui est impossible. Aujourd'hui, plus les heures passent, mais non pas les jours, mais j'ai plus l'impression qu'un Fernando Alonso va revenir. Et je sais que Manu, ça va te faire plaisir, hein. Ça, on va... Très clairement. Hamza aussi, ça va lui faire pour plaisir. Rien vous cacher, moi aussi d'ailleurs, en vrai. Hein. Pour rien vous cacher, les amis et ceux qui nous regardent, normalement, cette semaine, on avait prévu de vous faire une vidéo spéciale Fernando Alonso. Peut-il revenir en 2021? Je pense que ce sera le chapitre 3 de cette série, cette trilogie d'émissions qui a commencé cette semaine. Ah non, mais sincèrement, là, parce que en termes de choix, Pierrot elle les a parfaitement énumérés, mais celui de Fernando Alonso serait, même si c'est pas un bon choix, c'est le plus logique. C'est le plus logique. C'est le plus logique. Tu te rends compte, tu rappelles un double champion du monde qui a pris sa retraite ou des années sabbatiques, parti faire le Dakar et tout, et tu vas le rappeler et qui attend que ça, et tu vas le payer une fortune. Et qui n'attend que ça et qui vaut une porte close chez toutes les écuries aujourd'hui sur le plateau. C'est ça qui est fou. Ah, oui. Sauf peut-être Racing Point, futur Aston Martin, mon cher Hamza. On en revient. Et tu as raison, Pierrot, et on en reparlera dans une prochaine émission, ce fameux chapitre 3. Mais en effet, Renault, s'ils veulent faire signer Vettel ou faire signer Fernando Alonso, il faut dire aussi que sur ce marché, ils ne seront pas tout seuls, puisqu'il y aura la concurrence nécessairement de Aston Martin. Ils devront le faire très rapidement. Très rapidement. Il faudra très vite choisir ce pilote. Je ne parle pas d'officialisation parce que je doute quand même que ça arrive la semaine prochaine. Ça peut se faire dans peut-être les 2 prochaines semaines. Mais Fernando Alonso, il aura beaucoup de possibilités. Et je pense qu'il aurait plus envie de revenir dans une écurie où il a de la stabilité qu'il connaît. En l'occurrence Renault, même si ça s'est un petit peu mal terminé, bien sûr, en 2009. Mais de l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Et je pense que le retour d'Alonso chez Renault, je l'espère. Et je ne pensais pas dire ça un jour dans ma vie, espérer un retour de Fernando Alonso en Formule 1. Mais là, ce serait peut-être le meilleur choix dans tous les choix, même si c'est compliqué à imaginer. Voyons voir juste le côté Renault. Aujourd'hui, si tu prends Fernando Alonso, tu envoies un signal et un message, à savoir, on veut de la compétitivité, peut-être même à n'importe quel prix. Je ne sais pas si Renault va pouvoir l'assumer financièrement. Mais surtout Renault, parce qu'on connaît aussi Fernando Alonso, ça va être compliqué, ça peut être compliqué pour Esteban Ocon. Ça peut être compliqué pour l'ensemble de l'écurie. Ça va clasher en piste directe. Va falloir gérer Fernando Alonso. On sait que Fernando Alonso, de toute façon, à chaque fois qu'il quitte une écurie, c'est le foutoir. On va pas se mentir. Maintenant, c'est aussi peut-être la seule option possible pour permettre à Renault un retour au sommet. En fait, là, on se retrouve dans une situation de. C'est comme au poker. Tu as une main et tu te retrouves dans une situation où soit tu mets tapis, soit, en fait, faut juste se barrer. Faut prendre tes clics et tes claques et tu t'en vas la queue entre les jambes sans avoir rien gagné de ta vie. Et tu te retrouves exactement dans cette situation-là, le cul entre 2 chaises. Quoi que tu fasses le choix, c'est du gamble, c'est du pari. On prend Alonso et alors là, faut aligner le bluff à donf pour essayer d'aller jusqu'au bout. Soit, en fait, tu te couches et puis tu repars quoi. Et t'arrêtes la Formule 1. Et on se retrouvera en 2021 ou en 2022 avec une Marseillaise au Grand Prix de France.
C'est tout ce que je souhaite, hein, mais C'est à souhaiter, en effet. En tout cas, la saison 2020 n'a pas encore commencé, qu'on est déjà presque projeté sur 2021. Dieu sait qu'on attend vraiment le retour de la Formule 1. On l'espère début juillet, bien évidemment. Les pistonnés restent connectés pour vous tenir au courant de l'actualité de la Formule 1. Merci beaucoup, les amis, d'avoir été bien sûr avec nous. Merci Pierrot, merci Alex, merci Hamza. On reste attentif. Hein. On attend. Imagine que dimanche. Imagine que dimanche, Renault fasse une annonce concernant son line-up 2021 et on sera de retour sur After Team Sport, c'est une certitude. En tout cas, bonne journée les amis, prenez soin de vous et à très vite, restez fidèles. Ciao. Ciao.